Bonjour, bonjour à vous qui nous regardez, c'est la phrase traditionnelle, qui nous regardez sur KMT, sur LCL, qui nous regardez sur Internet, sur le site kmttélévision.com, et puis à ceux aussi qui regardent, qui écoutent du moins la radio, c'est-à-dire FM+, 88.9 pour la fréquence. Je vous salue tous, mais je salue particulièrement aujourd'hui Gabriel qui est à l'origine du sujet que nous allons traiter aujourd'hui. En effet, et je l'en remercie bien sûr, en effet, cette année 2011, le 6 décembre, il y aura 50 ans qu'est mort Frantz Fanon. Frantz Fanon, ignoré de beaucoup encore, trop ignoré, un personnage martiniquais d'une valeur exceptionnelle et qu'il est temps de mettre au niveau auquel il doit se trouver. Et pour cela, j'ai fait appel aujourd'hui à Daniel Boukman. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci de revenir dans les studios de KMT. Nous avons eu l'occasion d'être ensemble pour l'INAGE et je pense qu'il y aura encore d'autres occasions de faire des émissions ensemble, si vous le voulez bien, bien sûr. Why not? Why not? Il a dit pourquoi pas en fait. Puccipa. Puccipa, voilà, très bien. Daniel Boukman, c'est sur les conseils de personnes avisées que je vous ai sollicité pour qu'on parle de Frantz Fanon. Il est temps que pas un Martiniquais, et j'ose dire pas un Français et pas un Algérien, au moins, ignore qui était Frantz Fanon. Je rappelle rapidement, parce que je renvoie tout le monde au blog, il y a un blog très bien fait sur Internet bien sûr. Vous tapez Frantz Fanon, blog, enfin ce que vous voulez, vous allez le trouver très très facilement sur Google. Je rappelle donc très brièvement que Frantz Fanon est né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, en Martinique. Et puis, il est décédé, alors une personne a écrit, il est né martiniquais et il est mort algérien. Il est décédé non pas en Algérie, mais aux USA, dans l'État de Washington, le 6 décembre 1961, et donc Frantz Fanon mourait d'une leucémie aux États-Unis, dans l'État de Washington, où il était allé se faire soigner, dans l'espoir évidemment de guérir. Il nous a quittés à l'âge de 36 ans, il a quitté ce monde à l'âge de 36 ans et il est grand temps de lui rendre un vibrant hommage. Daniel Boukman, qui était Frantz Fanon et pourquoi m'a-t-on dit que vous êtes qualifié pour en parler? Qualifié, le mot est un peu fort, mais disons que Frantz Fanon, qui est un Martiniquais, et qui, dans sa vie, dans ses paroles et ses actions, a été d'une cohérence et d'une exemplarité qu'il est temps, dans son pays natal, de mettre en valeur davantage. Alors, je rappelle, pardon de vous interrompre, je rappelle qu'il était psychiatre, il avait fait donc des études de médecine en France, et puis écrivain, et qu'il a écrit des livres mémorables que chacun d'entre nous devrait avoir lu, notamment Les damnés de la terre, et puis Peau noire et Masque blanc. Alors, ce qu'il y a de particulier et de fort instructif dans la vie et l'œuvre de Frantz Fanon, c'est un homme de parole, mais d'action aussi. Et s'il a écrit Les damnés de la terre, qui est son dernier ouvrage, qu'il écrit sur son lit de mort, c'est le fait qu'il a été le produit d'une situation historique bien particulière et dans laquelle il s'est embarqué en quelque sorte. Parce qu'il y a deux façons, lorsqu'on vit dans un moment historique fort, soit de se retirer, soit de se taire, soit de partir, ou bien d'agir, de s'incruster, d'entrer dans cette chose extraordinaire qu'est l'histoire à certains moments de son déroulement, et d'être en quelque sorte le produit d'une histoire. Et c'est ça la chance de Frantz Fanon. La chance est aussi la volonté de Frantz Fanon de participer à un moment historique important, celui de la guerre de libération de l'Algérie qui éclate en 1954. Pourquoi a-t-il quitté la Martinique? Il a quitté la Martinique, et là aussi c'est intéressant d'en parler. Il a quitté la Martinique, il avait 17 ans, 18 ans, comme tant d'autres Martiniquais et Guadeloupéens, c'est l'époque où nous sommes au temps de l'amiral Robert et de Saurin en Guadeloupe, et il y a toute une série de jeunes Martiniquais
qui répondent à l'appel de leur conscience, si l'on peut dire. Les dissidents, alors. C'est ce qu'on appelle les dissidents. C'est-à-dire que, par des cheminements divers, ils décident de rejoindre les forces françaises libres. C'est l'épopée du général de Gaulle. Oui. Ils traversent donc dans des conditions très difficiles parfois et meurtrières pour certains, le canal de la Dominique, le canal de Sainte-Lucie, et de là ils sont embarqués vers les États-Unis, ensuite ils rejoignent l'Afrique du Nord et ils participent à la libération du peuple français opprimé par le nazisme hitlérien. Alors il est évident, Daniel Boukman, que ce n'est pas en une heure d'émission que nous allons pouvoir, que vous allez surtout vous, allez pouvoir nous raconter tout Daniel Boukman, non pas tout Daniel Boukman, mais tout Frantz Fanon. De Daniel Boukman, on parlera une autre fois. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce sur quoi je voudrais qu'on insiste aujourd'hui, c'est sur le fait qu'il a été le fondateur de l'anticolonialisme. Il a quitté la Martinique, il est allé donc sauver la France. Il est parti avec ceux qui voulaient sauver la France, et puis il a fait ses études, je le dis rapidement, en France, ses études de médecine, et il est parti en Algérie. Et en Algérie, que se passe-t-il? Alors je voudrais simplement faire le montage que j'avais commencé, c'est-à-dire dissidence. Un jeune homme, comme d'autres, se met au service d'une cause noble, la libération de la France opprimée par le nazisme hitlérien. Et en 1956, il est alors psychiatre en Algérie, il décide de rejoindre le Front de libération nationale algérien, les combattants pour la libération de l'Algérie occupée par la France. C'est-à-dire qu'il y a une boucle parfaite. Pourquoi? Parce que certains, comme lui, qui étaient partis dans les années de la dissidence, certains, pas tous, mais certains se sont engagés ensuite dans l'armée française. Et le paradoxe, c'est qu'alors qu'ils s'étaient mis au service de la libération d'un peuple français opprimé par le nazisme, certains vont continuer leur carrière militaire et vont servir le colonialisme français en Indochine et en Algérie. Pas Fanon. Lui, donc, il y a une boucle parfaite, une cohérence, toujours du côté des peuples opprimés. Il se trouve en Algérie comme psychiatre. D'abord, il a voulu, après ses études, venir en Martinique comme psychiatre. Il n'a pas eu de poste. Ah, voilà. Donc, il repart en France, à Lyon, et c'est là qu'il écrit, non, avant sa thèse d'étudiant, c'est Peau noire, masque blanc, et ensuite, en 1953, il part en Algérie, où il a un poste à Blida, et en 56-57, il démissionne avec fracas et explique le pourquoi de sa démission. C'est qu'il se souvient de sa jeunesse. Il était du côté de la justice, de la liberté, de la libération du peuple français. Eh bien, il rejoint le peuple algérien, opprimé non pas par le peuple français, mais par l'État français, par le gouvernement français, dont le général de Gaulle, le paradoxe, celui qui a défendu la liberté des Français, a participé à l'oppression coloniale, à la guerre coloniale en Algérie. Daniel Boukman, on dit de Frantz Fanon qu'il était un éveilleur de conscience et qu'il était, je l'ai dit tout à l'heure, le fondateur de l'anticolonialisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec Non, ça? pas le fondateur, parce qu'avant il y a eu Ho Chi Minh, il y a eu Chu Enlai, il y a eu le Chinois, il y a Chu Enlai, il y a eu le Vietnamien Ho Chi Minh, qui ont fait leurs premières armes en France. Ils étaient ouvriers en France, ils ont été confrontés au mouvement socialiste, communiste, etc. Non, je ne pense pas qu'il faille dire que Fanon est le fondateur de l'anticolonialisme. Mais il a participé par le verbe, par la parole, par l'écrit et par l'action. Et pour nous, c'est un grand honneur qu'il fait à son pays natal que d'avoir combattu. C'est une forme d'internationalisme. Il était du côté, chaque fois, où il y avait un peuple opprimé, contre l'oppresseur. C'est ça un peu la force de cet homme mort à 36 ans, mais qui vit par ses écrits. Car les damnés de la terre, l'enseigne de la Révolution, il y a de grands enseignements à tirer pour la situation d'aujourd'hui. Bien entendu, il y a des choses à laisser de côté parce que ce n'est pas la même époque. Mais fondamentalement, c'est un puits d'enseignement où il faut retirer le maximum d'informations
de réflexion sur notre période actuelle, martiniquaise et mondiale. Et le terme d'éveilleur de conscience, est-ce que, par exemple, dans son ouvrage Peau noire, masque blanc, c'est justement le but d'éveiller les consciences? Alors, Peau noire, masque blanc, le titre dit bien ce qu'il veut dire. Absolument. Là, c'est l'analyse implacable, impitoyable d'un homme qui sait de quoi il parle, le Martiniquais, le nègre martiniquais, qui sait de quoi il parle et qui sait, pour lui peut-être, mais surtout ceux autour de lui, les complexes, l'aliénation, le refus de soi, la honte de soi. Et Peau noire, masque blanc sur ce plan, pour beaucoup d'entre nous, a été vraiment un révélateur qui a permis de s'accepter et de ne pas avoir aucun complexe face à l'autre et de ne pas avoir, il le dit dans Peau noire et masque blanc, de ne pas avoir une haine généralisée contre le blanc, contre l'homme blanc. Oui. Donc c'est très important. Qu'est-ce qu'il explique? Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il parle dans Peau noire, masque blanc? Dans Peau noire et masque blanc, c'est un ouvrage très touffu, un peu. Il n'y a pas de « et », je crois. C'est Peau noire, masque blanc. Non, pas de. Et ouais. Peau noire au singulier. J'aurais mis au pluriel, mais ça c'est une autre chose. Mais lui, il a tenu à Peau noire au singulier et masque blanc au pluriel. Eh bien, simplement, c'est de montrer le côté un peu compère lapin que beaucoup d'entre nous ont encore. C'est aussi des souffrances qui demeurent encore dans l'âme de beaucoup de Martiniquais. Par exemple? Eh bien oui, parce que le problème de contentieux noir-blanc continue à être habité beaucoup de Martiniquais. Et parfois même certains intellectuels en font leur cheval de bataille. Moi je pense que oui, s'il y a encore des souffrances, il faut les cicatriser, mais il ne faut pas, lorsque les souffrances ont été cicatrisées, à nouveau les réveiller, les choquer, bref, de faire uniquement de notre destin, de notre devenir, de faire uniquement le problème du racisme nègre. Ça, c'est important, mais je crois qu'il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, le temps est propice à se demander est-ce que partager la couleur noire avec un autre, est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est son frère, c'est son camarade? C'est une grande réflexion. On aurait tendance à le faire. Hein. Oui, mais l'histoire contemporaine est là pour dire attention. Oui. La couleur de ma peau, moi je dis la couleur de ma peau, quand je me regarde dans un miroir, comme tout le monde, je me dis je suis noir. Non, pour moi j'ai dépassé cela. Mais il ne faut pas toucher à la couleur de ma peau, la mienne ou celle des autres. Et là, il faut monter au créneau. Oui. Mais pour revenir à Peau noire et masque blanc, c'est un moment particulier d'un psychiatre, de quelqu'un qui est un visiteur des âmes et des souffrances et qui a donné ce livre qui n'est pas tout à fait dépassé, mais qui n'est pas à l'ordre du jour comme autant dans les années 50. Oui. Il a un côté un peu désuet sur beaucoup d'aspects maintenant. Non, pas désuet. Si, j'ai trouvé, c'est mon point de vue. Non, mais il faut relativiser, il faut avoir le sens de la relativité. Il ne faut pas oublier choses. À quel moment ça a été écrit. Et justement, ça permet aussi de voir qu'il y a eu une belle évolution dans beaucoup de domaines. Mais il parle par exemple dans Peau noire, masque blanc des relations, de la relation du noir avec le blanc, que ce soit relation amicale, sexuelle, etc. Pourquoi beaucoup d'hommes noirs voulaient avoir des relations avec des femmes blanches, pourquoi on disait d'éclaircir la race, etc. Toutes ces notions sont très bien analysées et sont toujours d'actualité. Pas désuète, parce que sans vouloir faire le procès du métissage, mais c'est un peu cela. C'est à la mode. Alors le métissage, il faut faire une précision. Il y a le métissage biologique et le métissage culturel. Et souvent on confond les choses. Donc pour certains encore, Peau noire, masque blanc, et d'actualité, quand ils font un en soi du métissage, comme la solution absolue. Non, premièrement, chacun épouse qui il veut, vit avec qui il veut, procrée avec qui il veut, mais ça ne doit pas venir le mot d'ordre comme plus ou moins cela est aujourd'hui. Mais si vous permettez, je voudrais lire rapidement un extrait de la fin de Peau noire, masque blanc, où l'on voit déjà poindre le fanon qui dépasse la négritude, qui reconnaît ses bienfaits, mais qui dit il faut aller plus loin. Il dit « Nous serions très heureux de savoir qu'il exista une correspondance entre tel philosophe nègre et Platon.
mais nous ne voyons absolument pas ce que se fait pour échanger dans la situation des petits gamins de 8 ans qui travaillent dans les champs de canne en Martinique ou en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'ils dépassent la négritude, et c'est tout le travail, tout le projet de Peau noire masque blanc, mais il dit attention, il y a les problèmes des contradictions sociales, et on peut avoir la peau noire du plus beau noir et exploiter des gens qui ont la même couleur de peau. Donc ça et là on sent déjà la transition de Fanon vers la deuxième étape de son existence de combattant de la liberté internationaliste. Il y a une chose qui est toujours d'une actualité brûlante, c'est justement le problème de la colonisation. Et il dit justement dans Peau noire, masque blanc, à propos de la définition, il explique ce que c'est selon lui qu'un peuple colonisé. Et il dit c'est tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité du fait de la mise au tombeau de l'originalité culturelle locale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est encore d'une brûlante actualité? Oui, parce que alors certains font le reproche à Fanon de n'avoir pas radioscopié la réalité culturelle de Martinique. Martiniquaise. Vivant à l'extérieur, il n'était pas en plein. Mais il y a quelques allusions, et en est une là, en parlant. Il a aussi parlé de temps en temps, mais rapidement, sur le problème de la langue, le créole, etc. Il n'a pas fait de son projet de vie une analyse de la culture martiniquaise. Il l'aborde sous le plan psychiatrique de la relation avec la psychanalyse. Mais il n'a pas, ce n'est pas comme Césaire, c'est pas la même chose. Est-ce que pour autant nous devons nous dire qu'il n'a rien fait pour nous Martiniquais ou qu'il ne s'est pas comporté en Martiniquais? Ah, je regrette. L'homme Fanon, son œuvre, sa vie est honoré, célébré au Japon, en Iran, dans les pays arabes, aux États-Unis, ailleurs, en France, en Amérique latine, c'est la Martinique. Le Fanon, c'est un enfant de la Martinique. Et gloire et honneur à France Fanon. Ceux qui disent ça ont une vue étriquée de la Martinique. Le Martiniquais, c'est un être humain qui vit dans une planète qu'on appelle la Terre. Et bien entendu, il y a une priorité, on n'a qu'une vie, celle du pays où l'on vit, mais on peut, par son action et par la fidélité à une pensée, à une cohérence dans l'action, on peut, eh bien, si nous avions un panthéon, nous allons aborder le problème du panthéon, eh bien, Fanon a une place, a une grande place. Et il ne faut surtout pas que l'arbre césarien fasse oublier le baobab, dirait Césaire, moi je dis le fromager majestueux, le gaillac, le mahogany qu'est Frantz Fanon par sa vie et par son œuvre. Justement, Césaire, on en parle. Césaire a donné un surnom à Fanon que je trouve très beau, guerrier silex. Il dit « Je t'énonce, Fanon », c'est dans Moi la Mineure, « Je t'énonce, Fanon, tu rayes le fer, tu rayes le barreau des prisons, tu rayes le regard des bourreaux, guerrier silex, vomi par la gueule du serpent de la mangrove. » Très beau, très belle envolée lyrique d'un homme, d'un grand poète, Aimé Césaire. Mais alors, pour ceux qui sont en train d'en faire leur paratonnerre, leur parapluie et j'en passe. Et ils sont nombreux. Et ils sont en pleine action, puisqu'ils ont l'intention, ces gens-là, ils sont libres, d'honorer Aimé Césaire par une gigantesque statue, je crois, qui est en cours, eh bien, il faudrait aussi, à côté, de la même stature, de la même dimension et de la même beauté, de la même expression, une statue pour Frantz Fanon. Ouais. Il y a beaucoup de statues qu'il faudrait faire de toute façon ici. Hein, et il y en a qu'il faudrait déplacer un peu. Certaines, enfin, bref, voilà. Vous voyez, madame. C'est un autre sujet. Quelles autres raisons avons-nous d'être fiers que Fanon soit un Martiniquais? C'est un exemple pour les générations. Ce qui me plaît dans cet homme et qui a quelque peu participé à ma décision, à mon itinéraire
Je suis en 1961 appelé à servir sur les drapeaux français et nous sommes encore dans la guerre d'Algérie qui ne se termine que le 19 mars 1962. C'est le cessez-le-feu. L'indépendance en juillet 62. Eh bien, nous sommes 5. Un parmi, je ne vais pas nommer les vivants, mais je vais nommer les morts et leur rendre hommage. Il y avait 3 Guadeloupéens, dont Sonny Rupert, défunt Sonny Rupert. Et puis il y avait un déserteur. Ne pas faire la confusion entre insoumis et déserteur. C'est beaucoup plus grave aux yeux de la loi française d'être déserteur, surtout en temps. C'était pas la guerre, on disait c'était les événements d'Algérie. Mais être déserteur, c'est être dans l'armée française, et lieutenant, sous-lieutenant ou lieutenant comme Cabor Masson, et de casser code, de refuser d'aller combattre les Algériens. Et puis il y a les insoumis, c'était donc 3 Guadeloupéens et moi, Martiniquais, où nous refusons de répondre à l'appel où il faut rejoindre la caserne de Vincennes et puis ensuite aller diriger vers les tueries coloniales algériennes. Eh bien, Fanon a, je ne dirais pas que ça a été l'étincelle, mais ça, j'avais lu pour Noir et Masque Blanc, et puis je savais, après son expulsion d'Algérie, quand il rejoint le Front de libération nationale algérien à Tunis, le FLN, et qu'il a une carrière militante importante, eh bien, c'est important. Pourquoi? Pour faire court, parce qu'un jour, il faudra peut-être en parler davantage. Oui. Mais si nous avons été pris en charge par une organisation clandestine franco-algérienne, parce qu'il faut rappeler qu'en France, il y a eu des Français, le manifeste des 121, où il y a des artistes, des écrivains qui appellent à l'insoumission. Eh bien, si nous avons pu, après la dissolution du Front anti-guyanais par le général de Gaulle en 1961, on entre en clandestinité. Si nous avons pu quitter la France et passer par la Belgique et ensuite aller au Maroc et ensuite avoir une formation militaire, oui, une formation militaire dans les casernes algériennes au Maroc. Oui. Nous n'avons jamais été dans les maquis à l'intérieur de l'Algérie. Eh bien, c'est aussi grâce à Fanon, parce qu'il a donné sa caution. Vous pensez, il y a aussi un autre homme mort, défunt Marcel Manville, qui lui aussi était avec les Algériens, et Fanon a donné sur son lit d'agonie, de leucémie, il a donné à la direction du GPRA, le gouvernement révolutionnaire de la République algérienne, il a donné son feu vert et ça a facilité notre prise en charge clandestine de Belgique au Maroc, notre entrée dans les casernes algériennes pour apprendre à ce qu'il fallait apprendre dans notre projet, hélas avorté, mais bon, on en reparlera un autre jour. Fanon a joué un rôle important. Ouais. Donc, concrètement, organisationnellement, mais aussi par l'exemple de cet homme d'une cohérence révolutionnaire exceptionnelle. Il avait une famille et des enfants. Il a des enfants vivants aujourd'hui? Il a 2 enfants vivants. Il a épousé une Française, Josie, qui est morte depuis, et qui l'a connue à Lyon. Mais avant ce mariage, et là il l'a épousée, il a eu une fille qui s'appelle Mireille Fanon Mendès, enfin bref, qui existe, qui est donc l'enfant qui n'est pas issu du mariage. Et puis il y a Olivier Fanon, qui est lui né dans le mariage, et qui est à l'ambassade d'Algérie. Il a la nationalité algérienne, il est né à Tunis, il a vécu son enfance dans les actions, surtout à Tunis, avec sa mère, et il est il a la nationalité algérienne, et il est à l'ambassade des États-Unis. Donc Fanon a 2... L'ambassade d'Algérie, en Algérie? Non, en France. En France? Il est à l'ambassade d'Algérie en France. Il s'appelle Olivier Fanon, et sa fille Mireille Fanon Mendès, voilà. Donc et puis il y a en Martinique beaucoup de personnes qui ont le redoutable honneur de porter ce nom prestigieux. Absolument. Entre autres, lui aussi, il nous a quittés, c'était Joby Fanon, son frère aîné. Et puis, il y a une Fanon qui est sociologue et qui a vécu longtemps au Venezuela et dont le nom, je lui demande de m'excuser, je ne me souviens pas de son prénom,
mais elle porte le nom de Fanon. Et elle porte haut le flambeau. Ce n'est pas Micaëla. Voilà, c'est elle. Voilà, Micaëla Rojas Fanon qui justement, je vous le recommande, anime le blog sur Frantz Fanon que l'on peut trouver sur Google. Vous tapez frantzfanon.net et vous trouverez cela. Je ne sais pas si le flambeau fanonien est porté par tous les membres de la famille, mais je sais que elle, celle dont on vient de parler, oui. Oui. En tout cas, d'autres membres, j'en connais une qui tient une librairie au Lamentin notamment, et qui, je ne sais pas si elle revendique quoi que ce soit, mais en tout cas, elle est fière de son nom. Et je crois qu'ils le sont tous. Hein. Et oui, parce que les noms, parfois, il y en a qui le salissent. Oui. Mais je n'ai, à ma connaissance, aucun des Fanons de collatéraux, non. Peut-être qu'il y en a qui ne revendiquent pas, mais il n'y a jamais eu de dénonciation, surtout pas de sa mère, qui est morte, bien sûr, ses parents. Bref, Fanon, c'est un nom qui résonne et qui résonne fort. Oui, il résonne fort, et notamment ce titre, Les damnés de la terre, c'est cet ouvrage qu'il a terminé peu avant sa mort. De quoi parle-t-il quelles sont les idées forces dans ce livre? Alors, là, si vous permettez, je vais peut-être lire un extrait. D'accord, avec plaisir. Un extrait concernant la culture. Oui. Les damnés de la terre, il l'écrit sur son lit de mort. Hein. Il meurt en 1956. 61, pardon. 56, c'est lorsqu'il rompt avec l'État français. Il l'écrit, et là aussi, sans vouloir trop, mais renvoyer aux gens à la lecture, il y a des pages extraordinaires sur les dernières pages. Lisez-nous un extrait, alors Daniel là, Boukman. voilà qu'il dit à propos de la culture. C'est dans les damnés de la terre, parce que les damnés de la terre parlent de la violence, ils parlent des bourgeoisies nationales, ils parlent de la culture. Là, vraiment, c'est le condensé d'une expérience très riche, très courte, très dense. Il a été ambassadeur du JPRA, du gouvernement algérien, à Accra. Il a côtoyé Nkrumah. Il a joué aussi un rôle important lors de la guerre, c'est-à-dire lorsque les Algériens arrêtés avaient été torturés, etc. Il s'en est occupé. Son rôle avait une telle importance qu'il a été victime de tentatives d'assassinat. Hein, absolument, manigancé entre autres sans doute par la CIA, par les services de renseignement français. Et il meurt d'une leucémie, oui, un cancer du sang. Hein. Voilà, qui semblerait qu'il l'ait contacté lors sur une mine. Sa voiture avait explosé sur une mine, semble-t-il. Enfin bref, il a la leucémie. Il est envoyé par le JPRA à Moscou, on essaie de le guérir, ce n'est pas possible. La mort dans l'âme sans doute, il va aux États-Unis dans une clinique privée, et là aussi il meurt le 6 décembre 1961. Et je voulais donc parler de ce qu'il dit sur la culture nationale. Les damnés de la terre. Hein. Voilà. Il ne faut donc pas se contenter de plonger dans le passé du peuple pour y trouver des éléments de cohérence vis-à-vis des entreprises falsificatrices et péjoratives du colonialisme. Il faut travailler, lutter à la même cadence que le peuple afin de préciser l'avenir, préparer le terrain où déjà se dressent des pousses vigoureuses. La culture nationale n'est pas le folklore ou le populisme ou un populisme abstrait La culture nationale n'est pas le folklore ou un populisme abstrait accru découvrir la vérité du peuple. Elle n'est pas cette masse sédimentée de gestes purs, c'est-à-dire de moins en moins rattachable à la réalité présente du peuple. La culture nationale est l'ensemble des efforts faits par un peuple sur le plan de la pensée pour décrire, justifier et chanter l'action à travers laquelle le peuple s'est constitué et s'est maintenu, etc. Ça, c'est des pages fondamentales. Il faut renvoyer les téléspectateurs à Les damnés de la terre, François Maspero. Ça, c'est dans le chapitre sur la culture nationale. Il est impitoyable quant aux bourgeoisies nationales post-indépendance. Et c'est d'une clarté, d'une actualité extraordinaire. Pensons un peu ce qui se passe, entre autres, en Haïti et dans bien d'autres pays africains ou d'ailleurs. Et puis, il a quelque chose d'extraordinaire, c'est sa vision de l'Europe. Ce sont les dernières pages. Fanon est un guerrier, silex,
Fanon est un révolutionnaire qui met en adéquation sa vie et son œuvre, c'est le verbe et l'action, mais aussi c'est un visionnaire. Quand il nous parle de l'Europe, l'Europe, disait l'autre, eh bien, si vous permettez, je vais lire quelques pages, non pas pages, quelques... Quelques pages, ça je vous dirais non tout de suite. Hein. Non, quelques lignes alors. Quelques lignes de quoi? Dit, qu'est-ce que c'est? C'est les dernières pages de l'année de la Terre. Il dit... il nous faut quitter nos rêves, abandonner nos vieilles croyances et nos amitiés. Je passe. Voici des siècles que l'Europe a stoppé la progression des autres hommes et les a asservis à ses desseins et à sa gloire. Des siècles qu'au nom d'une prétendue aventure spirituelle, elle étouffe la quasi-totalité de l'humanité. Et puis, je donnerai la fin, puisque vous me censurez, n'est-ce pas? Non, mais il faut lire, car c'est d'une beauté littéraire et aussi d'une force. L'Europe de l'époque, mais l'Europe d'aujourd'hui. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique latine, l'Amérique dans sa totalité, y compris nous sommes d'Amérique. Nous aussi. L'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais, si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur renvoyer une image même idéale de leur société et de leurs pensées pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, ce sont les dernières lignes. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Ça, c'est très important, parce que Fanon aurait pu tomber dans le piège du nationalisme algérien et toi fermé. Non, il a une vision beaucoup plus mondiale. Je n'ai pas dit mondialisée, hein, mondiale, où c'est en fait un internationaliste qui parle, agit, bien sûr, dans des endroits précis, l'Algérie, l'Afrique, mais qui parle pour le monde entier, pour les peuples du monde entier. C'est là la grande leçon et l'éternelle actualité de Frantz Fanon, puisqu'il y aura encore beaucoup de luttes, beaucoup de combats à mener. Et puis il dépasse le problème de la couleur de la peau, etc. Non, il va à l'essentiel de l'homme, faire peau neuve, inventer un homme neuf. Vous dites qu'il dépasse la couleur de la peau. Vous pensez, vous, Daniel Boukman, qu'il est nécessaire de dépasser la couleur de la peau? Dépasser la couleur de la peau, ce n'est pas oublier la couleur de sa peau. Esthétiquement, la couleur noire est très belle. Les femmes, les hommes à la peau noire, la couleur est extraordinaire. La beauté nègre est extraordinaire quand on sait la regarder. Mais ce n'est pas un en soi, c'est pas... Il faut arrêter, je suis désolé, là je n'engage que moi en disant cela, mais ne pas faire du nègre. D'ailleurs, vous savez, le mot nègre est une invention du blanc. Oui, parce que les Africains, avant que l'Afrique ne soit démantibulée, l'Afrique dans toute sa splendeur, ses royaumes extraordinaires, c'est une invention, je ne remonte pas jusqu'à l'Égypte première, mais il ne s'appelait pas nègre. Il s'appelait Bantou, il s'appelait Yoruba, il s'appelait Ewe, il s'appelait par les nations. C'est l'Europe qui a créé le mot nègre qui a une étymologie latine. Oui, mais est-ce que parce que c'est l'Europe qui a créé ce mot nègre, vous nous le disiez l'autre jour, et je pense que vous le répéterez encore, vous avez raison, je suis d'accord avec vous en tout cas, mais est-ce que parce que ce mot a été créé par l'autre, nous devons le rejeter, le renier? Ah non, il faut l'assumer, même pas l'assumer, c'est pas une part. Il a une nouvelle connotation maintenant. Quand je dis je suis nègre, je suis nègre, je resterai. C'est pas moi qui l'ai dit, bien sûr. Oui, et le nègre vous emmerde avec. Oui, le nègre vous emmerde. D'accord. Mais il faut s'entendre. Je n'ai pas dit qu'il faut renier, non pas sa race, parce que cette histoire de race, là, ça ne tient pas debout. Mais la couleur de sa peau, son phénotype, pour parler grand grec. C'est-à-dire comme on est. La nature de ses cheveux, la forme de son visage, la cambrure de son corps, la couleur de
de ses peaux, Oui. les peaux noires, Oui, n'est-ce pas? oui, Bon. oui. Je n'ai pas assumé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est vous qui l'avez dit, pourtant. Non, j'ai rectifié. Je dis qu'il s'agit assumer, non pas assumer, car ça voudrait dire que c'est une tare, un poids à porter. Voilà. Je suis, donc je suis. Bon. Mais à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, comment peut-on dire que parce que tu as la peau noire, tu es mon frère, tu es mon camarade? Non. Quand disait Fanon, Daniel Boukman, est-ce qu'il parlait du racisme et qu'est-ce qu'il en disait? Fanon est très riche, il dit je ne veux pas être l'esclave de l'esclavage. Oui. Il faut comprendre ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas, il faut savoir ce crime contre l'humanité, il faut savoir comment il s'est développé, qui l'a accompli, qui l'a subi, qui s'est révolté, qui s'est soumis. Il faut une analyse critique de l'histoire. Il faut aussi que la mémoire fasse le tri sélectif. Parce que, bon, la mémoire, c'est le tri sélectif. Il faut donc dépasser, je dis non pas assumer, mais dépasser pour rejoindre la grande humanité. Et être vigilant, parce que certains utilisent cela, le négrisme. Le négrisme, c'est pas la négritude. La négritude, c'est l'apport d'un Césaire, d'un Senghor, qui dit, voilà, nous sommes ce que nous sommes, nous n'avons pas de honte, nous venons de grandes civilisations, etc. Ça, cet électrochoc était nécessaire. Mais aujourd'hui, regardons autour de nous. Nous sommes en Martinique. Regardons. J'ai en image, je me permets de le dire, ça peut vexer certains, le dernier show de Monsieur le Président de la République française. J'ai regardé autour de ces adulateurs, de ces adorateurs, il y avait des gens de toutes couleurs, du plus peu noir au plus peu blanc. Et puis voyons, soyons vigilants. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il faut en arriver, comme certains hélas le font, se blanchir la peau. Même pas symboliquement, mais je dis que ce n'est pas l'essentiel et que nous sommes dans un pays, la Martinique, où la question des ethnoclasses, ça existe encore, mais ce n'est pas fondamental. Il y a des nègres domestiques, je suis désolé. Je ne pense pas qu'à l'époque de Frantz Fanon, il y avait déjà des gens qui s'éclaircissaient la peau ou qui se défrisaient les cheveux sans doute, mais qui s'éclaircissaient la peau, mais ça leur aurait sans doute fait frémir. Non, mais il y avait de grandes souffrances. On pouvait s'éclaircir la peau, se blanchir la peau, c'est une souffrance. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas encore les produits. Entre parenthèses, ces produits sont faits par des Noirs américains. Oui, bien sûr. Non, c'est pour rester cohérent dans mon discours. Bon. Mais ceci dit, il n'y avait peut-être pas techniquement la possibilité de devenir, de se blanchir, mais il y avait les masques. Et les masques, c'est symbolique, bien entendu. Et des grandes souffrances de gens qui, victimes de l'oppression, victimes de l'aliénation entretenue par des machines puissantes, des gens étaient en souffrance et ils se blanchissaient l'âme. Il ne se blanchissait pas la peau, mais il se blanchissait l'âme. Il n'a pas, pour autant que je me souvienne, mais vous me direz si je me trompe, il n'a pas tellement fait allusion aux représentations des Blancs que nous subissons jusqu'à aujourd'hui systématiquement dans les médias, télé, etc. On voit, on nous montre, on nous donne des images, de même qu'on donne aux femmes des images de femmes minces et... des Barbies. Oui, des Barbies, et alors que ce n'est pas la réalité. De même, aux Noirs que nous sommes, on donne toujours comme image des Blancs avec des cheveux longs, raides, etc. Des images qui ne sont... C'est pas nous. Ça commence à se C'est nous aussi, c'est aussi nous. Parce que là... Pourquoi c'est aussi nous? Non, mais c'est une perversion. Non, je vais d'abord répondre à la première question. Il est évident que Fanon ne pouvait pas, dans son étude pour Noir Masque Blanc, avoir recours à la publicité qui, à ce moment-là, était dévalorisante, c'était Yabon Banania, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, on a dépassé cela. Il n'avait pas ces supports-là à analyser. C'est beaucoup plus c'était pas encore le temps de l'audiovisuel à l'époque de Fanon. La télévision était naissante, il n'y avait pas... Mais aujourd'hui, nous sommes en plein. Et il est évident qu'il y a un jeu pervers quand on regarde les publicités en Martinique,
effectivement, on a tendance à choisir les gens qui, la couleur royale, y aille le plus souvent. Et il y a une confusion, et ils jouent à merveille sur ça, les publicistes, qui ne sont pas des gens innocents, qui ont de l'idéologie, qui ont des partis pris. Mais je répète que nous, parfois, nous nous prêtons, je suis désolé, aller faire un petit tour dans certains salons de coiffure. J'en profite pour le dire à ces dames qui se font défriser les cheveux. Attention, ça peut être cancérigène, hein, il n'est pas donc attention. Mais ceci dit, je ne jette pas la pierre à ceux qui le font. Chacun est libre. Bon, et pourquoi pas. Oui. Mais quand ça devient une volonté univoque, etc., là, il y a un problème. Il y a de la souffrance, là aussi. Voilà. C'est surtout ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance là-dessous. Pour en revenir à Frantz Fanon, j'ai appris que en Algérie, il y a plusieurs monuments qui lui sont enfin, monuments. Pas des monuments, des bâtiments, c'est ce que je voulais dire. Par exemple, l'hôpital de Blida s'appelle Frantz Fanon. Il y a un lycée Frantz Fanon. Il y a une splendide avenue, ce qui irait à Alger, qui part du centre-ville et qui va ensuite, passe devant la bibliothèque et va devant un hôtel et c'est l'avenue Frantz Fanon. Ouais. Il y a, et pour les Algériens qui l'ont connu, je pense aux infirmiers de Blida qui gardent un souvenir extraordinaire, bien sûr tous ces gens vieillissent. Vous les avez rencontrés? Je les ai côtoyés plus ou moins, parce que là, justement, on parle de Fanon, la période révolutionnaire de l'homme d'action, mais il a mené aussi, il a bouleversé les pratiques psychiatriques. Médicales, et en particulier à Blida. Oui. Il a introduit le théâtre, la peinture, pour que les gens puissent se libérer de leur chaîne mentale. Il a laissé, il est dans un courant, et à ce propos, si vous refaites tantôt une émission sur Fanon, il y a, je pense, un monsieur qui s'appelle Tristan, qui est français, mais qui vit en Martinique depuis longtemps, du côté de Casse-Pilote. C'est quelqu'un qui a connu Fanon et qui pourra parler non seulement du révolutionnaire, mais aussi du révolutionnaire dans le domaine de la psychiatrie. Et là, ce monsieur... Mais il doit être très âgé, non Très âgé, mais très jeune dans la tête. Oui. Donc il n'est pas très âgé. Non, mais Non, c'est une boutade. C'est une auto-boutade. Vous pensez à vous-même. Oh, la cruelle qu'ai-je donc fait? Non, mais quel âge aurait eu Frantz Fanon? On est en 61, il est mort en 61. Il aurait 86 ans. Oui, c'est ça, 86 ans, quoi. Donc, quelqu'un qui l'a connu, qui a à peu près son âge. Oui, mais qui est encore vert d'esprit. Oui. Je disais cela simplement parce que c'est un aspect de l'homme c'est l'aspect post-peau masque blanc et avant les années de la Terre, l'an 5 de la Révolution, etc. Non, loin de moi l'idée de dire que c'est à partir d'un certain âge, quand je pense à un nonagénaire de Stéphane Hessel qui fait parler de lui en ce moment et qu'on voit sur tous les plateaux de télévision, on est émerveillé. Il a 92 ans et puis respect. Frantz Fanon, est-ce que on peut le vulgariser? Est-ce qu'il est nécessaire de vulgariser son œuvre de manière à ce qu'elle soit accessible à tous? Bon, sauf si je me trompe, il y a eu un moment dans les lycées, au programme, le discours sur le colonialisme. Oui. Monsieur Bayrou, là le Bayrou... de Césaire, hein le discours sur le colonialisme de Césaire. C'était entré dans le programme, et quand M. Bayrou est devenu ministre de l'Éducation nationale, il l'a enlevé. Oui. Ça ne l'a pas empêché de faire son cinéma lorsque Césaire était vivant, de le recevoir, etc. Bon. Il vient bientôt, il sera bientôt en Martinique, il faudrait peut-être que quelqu'un lui pose la question. Bon, bref, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit, que ceux qui veulent s'en charger s'en chargent, ce monsieur existe, je l'ignore, moi, c'est pas mon problème. Mais je ne sais pas si au niveau de l'université, sans doute, on étudie Fanon, mais au niveau des programmes lycée et collège, je ne sais pas s'il y a Fanon. Et puis attention, c'est toujours le problème, le triste devenir des grands hommes. On les découpe en rondelles, on choisit le morceau le moins dérangeant. Mais pour répondre à votre question, vulgariser au sens noble du terme, oui,
C'est ce que vous êtes en train de faire, que nous essayons de faire. C'est ce qui va être essayé d'être fait en 2011, mais attention. Les nécrophages, les mangeurs de cadavres sont en route. Les prises d'otages symboliques sont en route. Je me permets de dire, et si ça fâche certains, mais ça fait coyo, il y a une prise d'otage. Monsieur le président de la République française, Sarkozy, a fait une prise d'otage récemment. Il a mis la main sur Aimé Césaire, non pas l'homme, non pas les cendres, le corps, mais le nom, le symbole, puisque en mai, dans le cadre de cette exposition coloniale que, selon moi, sera en France et peut-être chez nous l'année des Outre-mer, il a fait une captation, là, une bonne prise, il n'est pas parti les mains vides, c'est qu'on va mettre une plaque au Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, voilà le slogan du Panthéon, pour Césaire qui va rejoindre Toussaint Louverture, qui a été assassiné par Napoléon Ier, lequel Napoléon Ier est honoré aux Invalides. Hein. Vous voyez un peu les contradictions. Qu'on ne me dise pas, c'est pas important. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, Daniel attendez, je continue. Oui, bon, d'accord. Je continue et dit qu'il y a une prise, ça a été Césaire. Alors, M. Sarkozy, président de la République française, a dit que la sœur de Césaire a donné son accord. Je ne sais pas. Ce que je retiens, c'est qu'elle doit être relativement âgée. Oui. Et les enfants? Eh bien, il y a un petit mystère. Peut-être que c'est l'occasion d'en parler. Les enfants de Césaire, ils sont 5 ou 4, s'étaient opposés à ce que l'on transporte le corps de Césaire après sa mort. Oui. Ils s'étaient opposés. Oui. Or, transporter un corps ou les cendres d'un homme et transporter son nom, c'est la même chose, symboliquement. C'est la même chose. Que l'on transporte le corps pour le mettre dans un caveau au Panthéon, ou que l'on transporte, que l'on saisisse le nom avec toute la résonance que cela affective pour les Martiniquais, internationalement parlant, pour parler d'un Césaire, eh bien, c'est le même rapt. C'est la même prise d'otage. Et il paraît qu'il y a en cours une prise d'otage pour Fanon. Non pas pour le mettre au Panthéon. Peut-être le scandale, c'est un peu trop gros, mais il paraît qu'on va le célébrer. Et M. Daniel Maximin, qui est un grand prêtre de cette exposition néocoloniale, va y jouer un rôle important, puisque en 1982, lors du mémorial François Fanon, il avait joué un rôle... pas avec le même poste, avec la même stature. Daniel Boukman, vous reconnaissez qu'il est nécessaire que Fanon soit un peu plus... Fanon, c'est pas nous, c'est pas Taillot. Fanon, c'est pas Taillot. Je m'explique. Attendez, laissez-moi quand même vous poser ma question. Comment pensez-vous faire pour que les Français reconnaissent officiellement que cet homme qui, sous nationalité française au départ, même s'il a pris la nationalité algérienne, cet homme était un Français et un Français à honorer. Bon, et ne confondons pas, s'il vous plaît, carte d'identité et identité. N'empêche oui. Bon. Deuxièmement, beaucoup de Français savent, les Français progressistes, il y en a encore en France. Y a-t-il... Bien sûr qu'il y a. Le peuple français, comme beaucoup de peuples, ça dépend. Fanon, il ne connaît pas. Attendez, mais les peuples... Même en Martinique, il y a des gens qui ne connaissent pas. On dit que les peuples ont des dirigeants qu'ils méritent, mais parfois, ils ont des dirigeants qui ont de belles promesses au départ, qui ensuite, le Black Bull le manipule. Donc, le peuple français... et comme beaucoup de peuples, ignorant de beaucoup de choses qu'il aurait dû connaître par le biais de la télévision, de la presse, de la radio, du cinéma, de l'école. Bon. La région martiniquaise, la précédente mandature, souhaitait que l'aéroport du Lamentin soit nommé, porte le nom de Frantz Fanon, il me semble. Il y a eu tout un débat pour Césaire, Fanon, mais ce que je sais, c'est que Fanon, cet homme qui honore son pays et qui honore son peuple, doit avoir un respect égal à celui d'Aimé Césaire. Il ne faut pas mettre en conflit l'un et l'autre. Que l'on honore Césaire et ses pompes et ses œuvres, mais Fanon a droit à du respect, de notre respect. Oui. Quand je disais que Fanon, c'est pas Taillot, c'est à nous, je m'explique. Je viens de lire les dernières pages
de la Terre, où il parle des peuples du monde. Donc quand je dis Tano, c'est-à-dire tous les peuples du monde. Mais Tayo, c'est-à-dire ce n'est pas comme cela est en train d'être préparé. Fanon ne doit pas être pris en otage ni par un parti politique, ni par un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français. Et si cela se fait, je pense que s'il y a des intellectuels, il y a des intellectuels dans ce pays, encore que certains vont à la soupe avec une voracité assez étonnante. Bref, il faut dénoncer la chose. Alors on dit, ah oui, mais dénoncer, ça ne changera rien. Non, pour le principe, le rôle d'un intellectuel, c'est parfois de dire non quand il faut dire non. Donc, pour répondre à la question, vulgarisation saine, vulgarisation critique, parce que tout Fanon, il y a aussi à faire la part des choses, la relativité des choses dans l'histoire, mais qu'on n'y touche pas. Si on y touche, il faut y toucher complètement. Fanon, c'est un homme qui, dans sa jeunesse, va du côté du peuple français opprimé contre les oppresseurs nazis. Fanon, quand il a 30 ans, fait la même chose. Il rejoint le peuple algérien colonisé par la France et torturé, fusillé, bombardé par le gouvernement français. Et là, il y a une cohérence chez l'homme. Donc, quand je dis que, pour revenir à la formule historique, Fanon, c'est à nous, c'est pas à yo, le yo, c'est cela. Les politiciens, les gouvernements qui sentent et qui vont semer la confusion. Oui. S'ils veulent récupérer Fanon, ok, mais qu'ils le fassent dans un débat contradictoire et non pas en l'amputant, en le découpant en rondelles comme un saucisson. Vous faites souvent un parallèle entre Césaire et Fanon. Si lors des obsèques d'Aimé Césaire, le peuple martiniquais était derrière, accompagnait et c'était vraiment un deuil national en Martinique, c'est bien parce que Aimé Césaire a été maire de Fort-de-France. S'il n'avait pas été maire, s'il n'était pas rentré en politique, s'il n'avait pas été maire de Fort-de-France, avec les mesures qu'il a prises d'attribuer des logements, etc., bon, ce que tout le monde sait, il n'y aurait pas eu autant de monde aux obsèques de Césaire. C'est-à-dire que le peuple ne se le serait pas approprié comme il l'a fait. C'est bien à cause de son rôle d'homme politique, de maire de Fort-de-France que ça a lieu. C'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça quand même. C'est un peu plus pourquoi? On ne peut pas dire, je pense que les marchandes du marché de Fort-de-France, par exemple, je ne suis pas certaine qu'elles aient lu le cahier d'un retour le discours sur le colonialisme. Ce que je veux dire par là, c'est que Frantz Fanon n'est pas lu par la grande majorité du peuple martiniquais. Oui, mais la différence qui explique, faisons de la science-fiction, le corps de Fanon repose, ses cendres reposent en Algérie. Oui. Et il faut préciser, c'est que la guerre n'était pas terminée. Il y a eu un bataillon algérien, puisqu'il y en avait aux frontières tunisiennes, qui ont forcé le barrage, parce qu'il y avait un barrage électrique, etc., pour venir inhumer Fanon dans une portion libérée du territoire algérien à la frontière tunisienne. Bon, il est évident que, pour revenir à Césaire et faire le parallèle, Césaire, c'est visible, il y a un côté charnel. Voilà. Bon. Et puis il y a le verbe césarien, attention, il y a l'action politique du Césaire. Encore, mais c'est un autre débat, il sera un jour temps de voir les limites de cette action politique. Mais ça, c'est un autre débat. C'est une autre histoire aussi. Pardon de vous interrompre, mais mon but, mon idée, en vous tenant ce propos, c'était de vous dire comment faire pour que le peuple, l'essentiel, les sources, les fondements du peuple martiniquais puissent connaître Fanon et que ce ne soit pas seulement les intellectuels. Il y a des intellectuels qui l'ont trahi, qui le trahissent. Non, mais l'idée, c'est qu'il soit plus connu dans son propre pays. Eh bien là, on arrive à un problème politique. Si nous avions droit de regard sur les programmes de l'éducation martiniquaise, une éducation martiniquaise, qui ne serait pas là pour exclure tout ce que l'on ne peut pas exclure, l'histoire, mais une lecture critique de notre histoire. Si on avait donc ce secteur, cette structure fondamentale, on pourrait mettre au programme
très tôt dans les collèges, etc., Fanon. On parlerait de Fanon. Ça n'est pas fait aujourd'hui. Il y a un lycée France Fanon à Trinité, déjà. Il y a une avenue France Fanon du côté de le stade Louis Achille. Oui. Il y a quelques miettes de mythes. Il ne s'agit pas de mythifier Fanon, hein, mais je veux dire qu'il y a encore de l'espace à occuper pour qu'on se souvienne de qui était Fanon, de ce qu'a fait Fanon. La démarche de la ville de Fort-de-France, d'ailleurs, d'écrire dans certaines rues, je ne pense pas que ce soit partout, mais d'écrire en dessous du nom de la rue qui était le personnage, c'est pas mal ça. Hein, non, mais il ne suffit pas de mettre la date de naissance et la date de la mort. Il faut être plus long. Il faut que ça soit plus long. Mais pour Fanon, il y a encore beaucoup à faire. Oui. Mais enfin, rien que le fait qu'il y ait des établissements publics qui portent son nom, oui, ça peut amener à s'interroger. Oui, mais il faut une volonté politique beaucoup plus forte. Oui, et je dis, nous sommes, il y a à l'époque du cyclone, on est dans période de vigilance, comment on appelle ça Jaune, rouge. Nous sommes en période de vigilance en ce qui concerne Fanon. Oui. Parce que des prédateurs sont en train de préparer la prédation. Mais de quoi avez-vous peur? J'ai peur c'est-à-dire c'est de la prise d'otage. Parce que quand certains partis politiques en Martinique se préparent à mettre la main sur Fanon, il est évident qu'on fera un tri sélectif négatif. Qu'est-ce que vous appelez, Daniel Boukman, mettre la main sur Fanon? Alors, je sais bien que chaque homme politique ou femme politique qui y va toujours de sa petite citation de Césaire, référence à Césaire. On voit en France que beaucoup de gens se réclament de Gaulle, du général de Gaulle, du président de Gaulle. Cette récupération est inévitable à partir du moment où on a affaire à une stature. Le mot récupération, de façon, est péjoratif, est négatif. Il ne s'agit pas de récupérer, il s'agit d'étudier, il s'agit de critiquer au sens scientifique du terme, oui, mais ma question, j'y tiens parce qu'il nous reste peu de temps d'émission. Qu'est-ce que vous craignez? Si par exemple, je ne sais pas moi, le PPM, le MIM, le Palima cite, je dis ça au hasard comme ça, cite Fanon, qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut gêner? Il s'agit de toute récupération, je dis bien toute récupération, est mauvaise. Oui. Je n'appelle pas récupération le fait de faire, par exemple, à l'occasion du 6 décembre 2011, un peu comme on l'a fait pour décembre 59. J'entends à l'initiative du Palima qui a invité le Plenel, il y a eu un grand concite, etc., des historiens. Répondez à ma question. Non, je dis qu'il y a des gens qui vont essayer d'édulcorer sa pensée et de mettre à la poubelle ce qui va les gêner, à savoir l'intégralité, le sens de la responsabilité de Fanon. Or, nous sommes à une époque où on a besoin de responsabilité intégrale. Donc, ceux qui ne veulent pas cela, à eux d'être vigilants, tout simplement. Oui, mais il faut avoir les moyens. Ceux qui veulent le contraire ont les moyens, on l'appui souvent des médias, etc. Je ne parle pas de votre émission, mais d'autres, parce c'est récupéré, Fanon. Fanon n'a pas à être récupéré. Il faut clarifier. Il ne s'agit pas d'en faire une idole, ni d'un mythe, ni de le père de la nation, etc. Mais une lecture critique et à la lumière de ce qu'il a dit, éclairer notre présent. Nous avons besoin de Fanon. Nous avons besoin de Fanon. Pas du fanonisme, mais de Fanon. Relire Les damnés de la terre, la bourgeoisie nationale, la culture, la violence. Pour terminer peut-être, la violence autocirculaire que nous connaissons, des Martiniquais qui tuent des Martiniquais. En Algérie, ça existait. Et Dieu soit loué, pour les Algériens, il y a eu le mouvement de libération nationale, même si après, cela a donné ce que cela donne. Bon. Mais tout cela, c'est des réflexions. Fanon nous donne des pistes de réflexion. Daniel Boukman, il me semble qu'il existait ce qu'on appelait un cercle Frantz Fanon. Qu'est-il devenu? Il existe, mais la mort de Manville, de Maître Manville, a dû sans doute, comme toujours lorsqu'il y a des géants dans un cercle, le cercle, les autres membres ont du mal à se rétablir. Il y a sans doute un problème aussi de génération.
à renouveler, mais il existe, oui, il existe, ce cercle François. Vous savez comment il se réunit? Est-ce qu'on peut y aller? Il se réunissait à Fort-de-France, du côté de la rue Gallieni. Il y avait un local, mais il semblerait que ce local n'existe plus et que, bon, il y a des gens qui... Comment peut-on le contacter, tout simplement? Est-ce qu'on peut prendre contact? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez? J'ai quitté le cercle, non pas par désaccord, mais parce que j'avais d'autres priorités. De sorte que j'ai un peu perdu le contact, mais j'ai vu qu'il y avait une cérémonie, enfin une manifestation au Morne-Roux sous l'égide de la mairesse. Peut-être par là, vous aurez ce qu'il faut. Madame le maire, il paraît qu'on dit, pas mairesse. Ah bon, ça se dit pas? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Non, mais pour que ça rime avec maîtresse. Pourquoi? C'est une blague douteuse, ça, franchement. Mais non, maîtresse d'école, vous pensez à quoi, Elle madame? était maîtresse d'école Elle est maîtresse d'école? Je ne sais pas ce qu'elle est, il faut lui demander. Oui, bon, on lui posera la question, avec plaisir. Je sais qu'elle est mère. La seule femme mère de Martinique. Il y en avait une autre. Quelle honte pour la Martinique qu'il n'y en ait qu'une. Ah, n'ouvrez pas le débat, l'histoire des femmes. Il n'y en ait qu'une. Attendez, dans l'histoire, il y a des femmes qui ont laissé des traces sanglantes. Bien sûr. Elisabeth Ier, Golda Meir, Madame Thatcher. Bien sûr, non, évidemment. On ne va pas ouvrir le débat, madame. Non, pas du tout, Daniel Boukman. Nous aurons l'occasion, j'espère que vous me donnerez encore une fois l'occasion de vous recevoir. Je sais que vous êtes animateur, si on peut dire, du groupe qui soutient le prisonnier Marny. Je ne suis pas animateur, je suis un des membres du comité. Voilà. Bon, le président, c'est Félix Verpré. Ah ben oui, bien sûr, c'est vrai. Je souhaiterais beaucoup vous recevoir à ce sujet-là aussi. Et puis, bon, vous venez régulièrement parler des autres. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion, vous me ferez le plaisir encore une fois d'accepter une invitation. Nous parlerons de Daniel Boukman, parce que Daniel Boukman est aussi un personnage martiniquais. Je dois dire que, sans vouloir parler de moi spécialement, mais lorsque j'étais étudiante en France, à l'université Paris 13, j'étais inscrite dans ce qu'on appelait à l'époque une UV de littérature et civilisation. Non, c'était surtout littérature africaine et antillaise, et les deux poètes qui étaient au programme, c'était Aimé Césaire et Daniel Boukman, absolument. Vous allez me faire rougir, madame. Donc, et beaucoup de gens ignorent votre grand talent littéraire et de poète, donc j'aimerais aussi pouvoir vous consacrer une émission, et il faudra qu'on le fasse. Alors j'espère que vous accepterez. Voilà. Est-ce que c'est une entrée au tombeau que vous me préparez? Pas du tout, pas du tout. Mais volontiers, et je serai surtout prêt à répondre aux questions, à toutes les questions. Vous savez bien que beaucoup de gens, quand quelqu'un meurt, on dit oui, c'est toujours quand il meurt que, etc. Je ne vous mets pas à la tombe du tout, mais j'aimerais bien, je pense qu'il est nécessaire que l'on parle de vous. Moi, alors que j'étais une petite Martiniquaise loin du pays qu'elle ne connaissait même pas, qu'à peine, eh bien, un professeur français, c'était même pas un Antillais, un professeur français avait mis au programme Aimé Césaire et Daniel Boukman comme poète. Eh bien, quant à la demande, Panitiac, il n'y a pas de problème. Si cela est utile. Ça le sera sûrement. Nous avons besoin de nos grands hommes et nos grandes femmes 1m75, et de les connaître. Merci beaucoup, Daniel Boukman. Merci beaucoup. Merci pour cette conversation. Merci aux téléspectateurs qui vont regarder, qui vont écouter. Merci aussi à Getty Galva qui a réalisé cette émission, cette conversation pour nous. Je voudrais vous signaler une petite chose, encore une dernière petite chose. Ces jours-ci, Barbara Jean-Élie est en Martinique pour son livre. Le titre m'est sorti là. Pardon? Je suis désolée, j'ai oublié le titre, pardon Barbara, le titre du livre, mais elle va le signer notamment, je sais qu'il y a une signature ce samedi à la librairie Alexandre. Alors allez à la rencontre de cette femme qui nous fait honneur aussi par ses écrits sans doute, je n'ai pas encore lu le livre, mais surtout par sa notoriété dans les médias comme beaucoup d'autres. Voilà, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis dans cette conversation. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous rappelle que si vous souhaitez suivre cette émission, la revoir,
Elle est diffusée le samedi à 6h du matin, à 13h30 et à 22h05 sur KMT, mais vous pouvez la retrouver aussi sur le site internet kmttelevision.com. Voilà, bonne journée à vous, bye bye, et je dirai encore une fois please force, bien que j'ai envie de vous dire aussi l'honneur et puis respect.